Marc Caro, c'est l'un des héros de l'ombre du cinéma de genre en France. Il est surtout connu en tant que réalisateur, et notamment pour deux œuvres complètement à part qu'il a co-réalisées avec Jean-Pierre Jeunet. Délicatessen et La Cité des Enfants Perdus, sortis en 91 et en 93. La Cité en particulier, qui est une sorte de conte de science-fiction d'une poésie parfois macabre, il a beaucoup compté pour moi. Et qu'un film comme ça puisse exister en France, avec cette ampleur, c'est encore aujourd'hui complètement dingue. Et Caro collectionne toutes sortes de casquettes. C'est lui par exemple qui a fait le design des personnages pour Alien Resurrection ou bien Vidoc. Vidoc. Il a aussi été superviseur artistique sur Enter the Void de Gaspard Noé. Ou même créateur visuel pour le fameux trip psychédélique final du western Blueberry. Bref, un créateur curieux et atypique, le genre d'anomalie qui fait du bien, figure de proue d'une certaine French touch de l'imaginaire, et qui a d'ailleurs débuté en tant que dessinateur de BD dans Métal Hurlant. Décidément, cette revue est un vivier démentiel. Avec le capitaine du Nexus 6, on a eu le plaisir de discuter avec le monsieur pendant le Festival des Intergalactiques de Lyon. Tu me poses les questions et j'essaie d'y répondre le moins stupidement possible. Et pour commencer, au milieu de toutes ces casquettes, forcément, on lui demande celle qui reste la plus personnelle pour lui. La plus primitive, la plus primale, ma casquette la plus primale, c'est le dessin quand même. C'est vrai que c'est l'outil de liberté absolue, parce que tu as juste besoin d'un bout de papier blanc et puis d'un crayon, un stylo bille ou n'importe quoi. Je continue, c'est presque automatique chez moi. Dès que je m'emmerde, c'est presque du dessin automatique, quoi. Tu vois, ça machine comme ça. Moi, ça doit être mon fondement. Il y a un truc qui est venu très rapidement aussi, mais c'est des choses qui viennent vraiment de la petite enfance. Tu vois, c'est après la pâte à modeler, la sculpture, tu vois, faire des marionnettes et tout ça. C'est vrai que moi, la base de ce que j'ai envie de raconter est quand même la mythologie, les contes. Tu vois, c'est vraiment mon socle narratif, quoi. Et donc après explorer ça, parce que et c'est pour ça que j'ai peut-être eu ce penchant vers la SF, parce que pour moi, c'est la modernisation technologique de la mythologie et des contes, vus à travers les nouveaux apports scientifiques ou technologiques. Donc, Du coup, pour Dante 01, c'était cette approche-là, justement. Alors, juste pour la précision, Dante 01, c'est le seul long métrage que Marc Caro a réalisé en solo, sorti en 2008 et coécrit avec l'auteur de SF, Pierre Bordage. Un trip mystique dans une prison spatiale, moins farfelu dans sa mise en scène que Délicatessen ou bien La Cité, mais quand même assez barré et bourré de gueules d'anthologie. Le film reprend pas mal de thèmes religieux et mythologiques, notamment avec son taulard mutique nommé Saint-Georges, du nom du fameux saint pourfendeur de dragons, et interprété par un Lambert Wilson tout droit sorti d'une séance de développé couché. Et comme d'hab, un projet improbable, ambitieux, déstabilisant, donc snobé comme il se doit. Y a pas de dragon dans le coin. Et puis qui vous a dit son nom? Dieu me l'a dit. Voilà, alors ce qu'on disait, c'est qu'avec Pierre Bordage, avec qui on a coécrit le scénar, que c'était pas de la science-fiction, mais de la spiritual fiction. Mais bon, voilà, c'était un peu prendre tout ce bagage, tu vois, il y a un peu un truc new age comme ça, et chamanique, c'est très à la mode ces temps-ci, tout ça, et aller un peu explorer ce truc-là et voir comment en faire un sujet. Bon. Dedans, tout ce qui est la symbolique, la mythologie, tout ça, rien que tous les personnages, c'est quand même, ils représentent tous, tu vois, une figure typologique comme ça. Et lui, qu'est-ce qu'il branle là avec ses miracles? On est quand même normalement dans une culture très scientifique, en tout cas très technologique, mais tu t'aperçois que la magie est jamais très loin, ou que les superstitions, les croyances sont toujours là à affleurer. Et je trouve que, voilà, de temps en temps, avoir un peu un regard stéréoscopique sur ces deux aspects et d'essayer de trouver un équilibre entre tout ça est un peu ce qui est intéressant dans une recherche personnelle, quoi. Mais du coup, pour parler plus, revenir à l'aspect visuel, le dessin est très très cher à ton cœur. Sur les films que tu as réalisés notamment, il y a des storyboards extrêmement précis. Oui. Et comment tu construis un plan de cinéma? Est-ce que tu le construis un petit peu comme une case de bande dessinée, ou est-ce que c'est différent? Non, c'est différent parce qu'il y a une continuité. Tu vois, une bande dessinée,
ce qui est super important, c'est ce qui se passe c'est l'art de l'ellipse, c'est vraiment ce qui se passe entre les cases. Alors que le cinéma, c'est bon, il y a ce qui se passe entre les plans, mais il y a quand même une continuité à l'intérieur du plan. Tu vois, donc c'est pas exactement pareil. Par exemple, une BD, je fais une case. Ou enfin, tu peux faire aussi des découpages plus cinématographiques, tout ça. Mais c'est pas du tout le défilé dans la tête est pas du tout pareil. Tu vois, l'autre c'est des ting ting ting. Et comment avec le minimum d'éléments, tu arrives à créer la continuité. Alors que le cinéma, tu es dans une fluidité de continuité comme ça. Avec Délicatessen et La Cité des Enfants Perdus, Caro et Jeunet ont imposé dans le cinéma français un style bien à eux, porté par la direction artistique de Marc. Un style qui a une étrangeté à la fois drôle et dérangeante. Et visuellement, les plans n'ont pas grand-chose de classique, souvent avec un côté volontairement bancal et déformé. Par exemple, prenez ce plan-là, dans La Cité des Enfants Perdus, il m'a toujours soufflé, dans cette salle où la secte bizarre conduit ses petits rituels. Non mais, regardez ça. L'angle du plan, la focale utilisée, le design du décor, on dirait que la masse menaçante des mecs derrière se referme par le haut, en défiant la gravité. Et au fait, pour la petite histoire, lui, c'est Marc. Comme dans ses dessins, Caro a un style très précis, punk, mais minutieux. Et cette manière étrange de cadrer... C'est quelque chose qui est déjà à l'étape des storyboards. Par exemple, quand tu dessines les trucs, c'est vraiment déjà, tu déformes l'espace comme tu l'imagines. Oui, puis dans le dessin... T'as une genre de déformation presque naturelle, tu vois, tu fais un personnage un peu en gros plan, le nez il est plus gros, tu vois, de toute façon, souvent avec avec le storyboard, je dessine en très petit, tu vois, et pour avoir juste l'essentiel, c'est l'idée du plan. C'est pas, après, c'est une base, c'est pas un truc où... bon, ça te permet vraiment de réfléchir à ta mise en scène, mais c'est quand même qu'une base. Si ton décor, bon, nous on les fabrique les décors, donc on les fabrique en fonction des plans. Tu vois, c'est vraiment un outil de construction de ton film. Mais si on te propose quelque chose d'autre, moi je me baladais dans les décors, puis tout d'un coup je montais dans les cintres ou je sais pas quoi de la cité, puis je voyais un axe comme ça, puis je le montrais à Jean-Pierre, regarde là, on pourrait... Ah bah ouais, on peut, tu vois, faut capter comme ça. Il y avait beaucoup d'improvisation par rapport au... D'improvisation, non, on peut pas dire ça, mais s'il y a un truc qui va dans ton sens, forcément, tu vas le choper. Mais non, moi où j'ai beaucoup appris, c'est sur le film de Gaspard, qui a une manière complètement différente de bosser de moi. Si jamais là, Marc parle d'Enter the Void de Gaspard Noé. Qui est vraiment lui dans l'improvisation, à changer tout au dernier moment et tout ça. Voilà, c'est des manières très différentes et en même temps ça marche, tu vois. Donc il y a plein de manières de faire. Puis moi ça m'a un peu décomplexé pour certains trucs. J'oserais pas aller les mains dans les poches sur un tournage pour, tu vois, faut moi que j'ai préparé. Et puis après, si ça se passe mal, là tu vas t'arranger pour essayer d'avoir ce que tu veux. Marc Caro, avant tout, c'est un expérimenteur. Il cite souvent Méliès comme inspiration de ses bidouillages punk. Et par exemple, au début des années 90, il jouait déjà avec le numérique en mode artisanal. Résultat, il a confectionné beaucoup de choses surprenantes. Courts, clips, prototypes, dont on peut d'ailleurs retrouver un bon aperçu sur sa chaîne YouTube. Du coup, au fil du temps et des évolutions technologiques, est-ce que la mise en scène de Caro, sa manière d'aborder l'image et l'espace, a changé? Oui, quand même. Ouais. À un moment, j'étais très intéressé par des trucs presque en plan séquence. Tu vois, tu as des choses comme ça. Tu sais, ça dépend aussi des possibilités techniques qui te sont offertes. Avec le bunker, on avait... Le bunker. Alors, c'est le fameux bunker de la dernière rafale. Un des premiers courts-métrages de Caro et Jeunet, sorti en 81. Un trip de SF granuleuse, sans dialogue, qui suit des militaires enfermés dans le fameux bunker, qui sombre peu à peu dans la folie. Sans déconner, voyez ce film. Vous avez aucune excuse en plus, il est sur YouTube, même si je ne devrais pas vous dire ça. Masterclass en atmosphère déliquescente. Le bunker, on avait une caméra 16,
un pied, puis basta. Donc, enfin, on avait un fauteuil roulant qu'on avait récupéré, on pouvait faire un peu des travelling et tout ça, mais tu vois, c'était quand même un peu minimaliste. Après, quand tu as une Luma et tout ça, tu peux tester. Et puis, moi, il y a un autre truc aussi que j'ai pas mal voulu explorer, c'est tout ce truc, retravailler aussi en post-prod sur ton plan. Une fois que tu l'as, c'est pas mal, mais tu as encore des possibilités maintenant avec la post-production de rentrer dans l'image, de faire marquer un aspect percussif dans ton plan. Bon, voilà, t'as plein. Au fur et à mesure, t'affines un peu tes outils, donc tu vois tout ce qui peut te plaire comme ça. Et ton rapport aux mots, parce que là on parle beaucoup des aspects visuels, etc. Je pense à dans 01 où des fois on suggère l'univers qui est autour de la station, parce qu'on n'a pas le choix, et du coup on va utiliser des termes, par exemple le nom de la société qui gère la station, des choses comme ça. Sur les effets, je dirais, informatiques, il y a des termes techniques qui apparaissent. Quel est ton rapport aux mots? Est-ce que tu te sens limité par les mots et c'est pour ça que tu t'es orienté vers le visuel, ou bien tu as un vrai plaisir aussi à ce niveau-là? Moi, je suis pas un mec de dialogue. C'est jamais moi qui écris vraiment les dialogues. Dans mes BD, il y en avait pas, ou très peu. Mais je suis pas quelqu'un de dialogue. Je suis pas un audiard, ça c'est clair. Pas dans le genre loquace, tant mieux. C'est un plus. Je pense que c'est un peu ce que je disais hier. Pour moi, le film, il doit tenir juste avec le son et l'image, et les autres, ça donne des informations, ça précise des choses, ça permet de refaire sentir aussi comment est psychologiquement ton personnage, tout ça. Tu vois, c'est presque la cerise sur le gâteau, ça vient peaufiner tout ça. Moi, l'écriture, elle vient quand même, c'est une écriture cinématographique, c'est vraiment Eisenstein, tu vois, Fritz Lang, Orson Welles, enfin tu vois, il y a un genre de filiation comme ça. Gilliam aussi, ça a été une influence ou pas? I don't know. Well, then let's move on to something else. Do you have any hobbies? Oui, bien sûr. Monty Python, et puis lui aussi. Oui, bien sûr. Et puis, en plus, on a eu la chance de le rencontrer à la sortie de Delicatessen, qu'il avait aimé. Et puis, il nous a vraiment soutenus pour la sortie en Angleterre, aux États-Unis. Donc, c'était le grand frère, parce que lui aussi vient de la BD. Il a fait des BD dans Pilote et tout ça. Donc, Pilote aussi? Ouais, il a fait des trucs en France. Et donc, voilà, c'était... chaque fois qu'on s'est croisés et tout ça, c'était vraiment le grand frère, un peu comme ça. Ouais. Si c'est ça sa création, si c'est nous ces créatures, mais il aurait mieux fait de nous laisser croupir dans le néant. Alors, on en a déjà beaucoup parlé, la fameuse malédiction du cinéma de genre en France. Une terre où les films de genre ont mauvaise réputation, trouvent rarement leur public, galèrent donc à se financer et restent confidentiels. Bon, bien sûr, en ce moment, il y a pas mal d'efforts fournis pour changer ça. Mais les auteurs de genre qui arrivent à vraiment marquer le paysage culturel, ça reste des exceptions. C'est la nouvelle comédie de Quentin Dupieux. C'est qui? Je sais pas. Comme Gaspard Noé, Quentin Dupieux, Pascal Logier, Jodo, et j'en passe. Des gens qui évoluent plus ou moins à la marge et ont créé leur propre manière de monter leurs films. Et Caro fait partie de ces exceptions. Mais un statut d'exception, jusqu'à quel point est-ce qu'on en a conscience? Non, pas vraiment, parce que pour moi, je connais pas d'autres... où les gens vers lesquels je suis le plus proche, c'est quand même... on est un peu dans une même famille, tu vois, Gaspard, Yann, Jodo, Fabrice Duvelt, etc. Ça me semble participer d'une même vision du cinéma. Mais tu vois une filiation sur la cité notamment, sur ce que vous avez fait? Est-ce que tu vois dans la pop culture et dans le cinéma une filiation à ce niveau-là? Bon, si je demande ça, c'est bien sûr parce que Delicatessen et La Cité des Enfants Perdus font partie de ces films qui, sans être constamment présents dans les esprits, ont une grosse influence souterraine. Depuis La Forme de l'eau de Del Toro récemment, qui emprunte beaucoup à Delicatessen, Jean-Pierre Jeunet s'était d'ailleurs bien frité sur la question, jusqu'à Dark City d'Alex Proyas, qui reprend carrément toute l'esthétique de la cité. Mais bon, Proyas est trop occupé à dire que Matrix a tout pompé sur lui.
Bah, à l'international, il y a des choses de temps en temps, tu dis, ah bah il a vu, ils ont vu mon film, voilà. Oui, voilà. Ouais. Mais il l'avait vu, hein. Proyas, il m'avait dit qu'il avait adoré, machin. C'est vrai qu'il y a quelques plans. Bon, après, je dirais pas d'autres noms, là, ils se sont pris la tête à certains moments là-dessus, avec Jean-Pierre, mais. Bah, moi, quelque part, j'en ai rien à péter, quand même. Parce que je vais pas refaire, moi, La Cité, ça m'intéresse pas. Ça, je l'ai fait une fois, je suis super content d'avoir pu pousser ça, voilà, tu vois, quand même arriver à faire des décors comme ça, des personnages comme ça et tout, en France, voilà, je suis quand même super content. Mais moi, j'ai envie de faire autre chose. J'aurais adoré, moi, faire Adèle Blanc-Sec, hein. Bah, hier, tu disais que tu n'avais pas de regrets, si ce n'est les choses que tu n'avais pas faites. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est quoi les histoires de Caro qu'on n'a pas eues? Qu'est-ce que tu n'as pas fait aujourd'hui? Faudrait que un jour, je vous montrerai des trucs. Bah alors, c'est vraiment marrant, parce que souvent, ça va assez loin, hein. J'ai des trucs... j'ai une adaptation de Lewis Carroll, La chasse au snark. Alors, c'est marrant, parce que j'ai plein de trucs comme ça, puis j'en ai un autre, c'est Le terrier de Kafka, de Franz Kafka. Mais ça va, j'ai même, pour Le terrier, j'ai eu l'aide à l'écriture, l'aide au développement, j'ai même un petit truc, un petit pilote en 3D, en relief, c'était un film en relief, et puis à un moment, c'est trop arbre. Hein, c'est pas pour les enfants, ça peut être pour les enfants, mais c'est pas que pour les enfants. Et puis, mais c'est bizarre hein, quand même. Hein. Puis, tu vois, et puis il n'y a pas d'Annie Boone dedans. Ah bah non, il n'y a pas d'Annie Boone dedans. Tu vois, c'est bon, à un moment, voilà, c'est un peu... Et c'est bien le paradoxe. Tout le monde a accès aujourd'hui à des technologies qui lui permettent de tourner et de partager. Mais ça, c'est dans le contexte d'une industrie qui prend de moins en moins de risques, où tout doit être un carton direct, à court terme. Du coup, est-ce qu'il y avait plus de place pour les anomalies dans les années 90 ? Je veux dire, les anomalies à grande échelle. Plus de place pour qu'une vraie étrangeté passe en douce dans le système. Alors, là aussi, c'est encore une situation paradoxale, c'est que... il y avait moins de choses, donc tu les repérais plus facilement. Là, maintenant, il y a une telle profusion que il y a un bruit de fond, il y a un petit travail à faire pour aller chercher ce qui peut t'intéresser. Et puis, tu sais, tu as un autre truc aussi, j'en sais rien, moi, je suis quand même d'une génération où les films, imaginer que je puisse avoir une bibliothèque de films que j'aime, c'était du domaine de la science-fiction pour moi, tu vois. Moi, quand j'aimais un film, j'allais le voir 3-4 fois, pour le mémoriser. Et puis après, tu savais même pas si tu allais le revoir un jour, tu vois. Mais le petit truc qu'il y a, c'est que quand tu fais plus un effort pour t'approprier quelque chose, que ce soit un disque, tu avais du mal à trouver, puis tac, tu vas à New York, puis le disque que tu cherchais depuis 5 ans, ou je sais pas quoi, tu le trouves là et tout. C'est quelque chose, quoi. Maintenant, on perd un peu ce truc-là. Affectivement, tu l'assimiles moins, je sais pas, il y a un genre de truc, plus c'est facile, plus ça passe. Alors que quand tu as eu un peu de mal à trouver quelque chose, ou même quand tu as eu du mal à faire quelque chose au niveau peinture et tout ça, c'est dans la difficulté que enfin en tout cas moi c'est comme ça, ouais, que tu t'apprends et ça tu le gardes. T'apprends pas quand c'est ce que je disais hier, le succès est pas si intéressant que ça, à un certain niveau, parce que t'apprends pas du succès. Alors que tu apprends de quand ça marche pas. Quand tu te manges le machin, tu dis ah bon. Alors déjà, est-ce que c'est moi ou je suis pas venu au bon moment ou j'ai vraiment merdé ou des trucs comme ça. Et c'est là que tu commences à te remettre en question. Autrement, tu te remets pas en question. Il dit je peux faire caca dans un tonneau et hop, ça fait 10 millions d'entrées. Là, on est dans une truc qui est en flot continu où tu n'as même plus le temps et puis tu as peur de couler si tu suis pas le courant. Donc c'est difficile de se foutre un petit peu en dehors et de se dire qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, tu vois, qu'est-ce qui me fait kiffer. Moi ce qui me fait kiffer c'est de bien faire mon machin, puis là il y a un côté vraiment comme je disais artisanal, tu vois, t'es fier d'avoir fait ton bazar, tu vois, en entier c'est toi qui l'as fait, tout ça, puis après tu le montres. Alors si personne ne l'aime c'est quand même un peu tu vois, mais en même temps ce que tu perdras jamais, c'est le plaisir de l'avoir fait. Et donc ça, c'est le maximum. Parce que si tu as fait des concessions, tout ça, tu n'as même pas pris du plaisir à faire ton bazar et que ça marche pas, moi j'ai des copains à qui c'est arrivé ça, tu as tout perdu.
Personne n'est entièrement mauvais, puis il y a les circonstances. Puis il y a des fois qu'on sait pas, puis qu'on se trompe. Alors que là, bon, t'as fait ton truc, ça plaît pas. Tu peux pas plaire à tout le monde. Et puis, à certains moments, la majeure partie, moi, des trucs que j'adore et tout ça, quand c'est sorti, ça s'est lamentablement ramassé. Hein. Et puis après, ça devient des classiques, des chefs-d'œuvre, et tatati et tatata. Donc voilà, tu vois. Pour moi, je suis toujours en quête de faire un chef-d'œuvre, tu vois. À chaque fois, moi, quand je revois un film, machin, bon, je suis super content que les gens l'apprécient, mais moi, je vois quand même que ce qu'il y a, j'ai merdé. Tu vois, et quand je me reprojette la cité, les trucs comme ça, il y a putain, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais bon, après c'est du détail, tu vois, mais je te dis, moi pour le bunker, mais j'ai été traumatisé pendant des années parce que on avait fait, il y avait 2 petites merdes qu'on avait fait parce que les moyens étaient pas là. Il y avait une épingle pour faire avancer un des insectes à un moment. Et l'épingle, pour animer ton truc, voilà, tu vois, image, tac, 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 tac. Et putain, je voyais que l'épingle, tu vois. Et puis, un autre truc, on n'avait pas eu l'argent pour faire le montage négatif par les studios normaux. Donc, on l'avait fait nous-mêmes, tu vois, avec les gants et tout. Ils nous avaient fait signer une décharge et tout ça. Et puis, on avait coupé un photogramme en trop ou en moins, je sais plus. Et donc, tu avais un fixe, tu vois. Mais personne ne le voyait. Mais moi, après, c'était genre, je baissais les yeux quand il arrivait le plan, tu vois. Donc, tu vois, genre... Et après, on a pu l'enlever quand on a fait le DVD. Et là, voilà. Les peints, c'est comme en musique. Il y a certains trucs, certaines imperfections et certains peints auxquels on s'attache. Il y a d'autres trucs où on a un peu raté le truc, mais en même temps, ça le fait. Tu vois, un truc qui gling gling. À la fin, ça rajoute un petit truc. Mais il y en a d'autres. C'est gênant. Tu vois, c'est le petit caillou dans la godasse, là. Moi, j'ai un grand regret pour la cité, c'est que quand même, j'ai fait le storyboard et tout, et on nous a toujours dit « Ah, c'est super, la cité, tata, mais c'est dommage que vous n'ayez pas fait un générique comme dans Delicatessen, tout ça. » Mais il était prévu. J'ai dessiné tout, je ne sais pas combien de pages de storyboard. C'était pareil que Delicatessen, mais sur toute une fête foraine, tu vois. Et ça finissait à la fin dans une baraque de monstres, tu sais, de machin, avec un bocal comme ça, avec... on a même enfin maintenant elle était en latex, elle a dû partir en eau de boudin, mais 2 créatures comme ça, 2 fœtus collés par la tête comme ça, dans un bocal avec un film de Caro Jeunet. Tu vois, ça aurait été quand même top, quoi. Mais on n'a pas eu la thune. Ah non, au dernier moment, on n'a pas eu la thune pour le faire. Donc j'en ai refait un autre, où j'ai refait aussi le board et tout ça, en disant, bon, on va réduire, et tout se passait sur un genre de colosse de foire, comme ça, tout tatoué. Et c'était tout un truc au motion control, comme ça, avec machin, et puis à la fin, sur le biceps, un film de Caro Jeunet. Mais là non plus, on n'a pas eu la thune. C'était 3 jours de tournage, et... 3 jours pour... Bah oui, c'est long. Ouais. Ouais. Maintenant, je vais aller voir le bunker et retrouver cette épingle. Ah bah tu la verras peut-être pas si c'est... Si tu le vois dans le DVD, et puis je pense que le DCP, on l'a refait là, parce que c'était les 30 ans, ou je sais plus combien, du bunker, 40 ans peut-être même. Et ça a été effacé, les preuves ont été brûlées. Et moi je me demandais juste ce qu'a donné La Cité des Enfants Perdus, mais mine de rien, Ron Perlman, il doit bien vous remercier quand même, parce que c'est ce film qu'il a un peu lancé, quoi. Alors moi, c'est pour ça que j'en veux pas trop à Guillermo del Toro, parce que moi j'ai pensé à Ron à cause de Guillermo pour son premier film. À Chronos, hein. Ouais. Où je le voyais sans... Moi, je connaissais Oh Stupido, tout ça, tu vois. Stupido, minononate. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, oh putain, ça y est, c'est lui, c'est mon personnage. Et j'ai dû quand même batailler pour l'avoir, hein, parce que c'était pas du tout ce que voulait Jean-Pierre. Ou... Claudie, c'était plus, c'est un Américain, ça va être compliqué d'avoir un acteur américain. Comment ça se passait d'ailleurs pour les dialogues? Il parlait un peu français ou c'était plus côté... Alors, on a joué après, t'as vu qu'il a un accent un peu russe, tout ça, voilà.
Mais non, il a appris, il avait un coach et tout. Ouais. Bon, il n'a pas grand-chose non plus à dire, hein, mais non, puis c'est un bosseur. Attends, là aussi, moi, à chaque fois, les acteurs... Ils font des muscu pour ils toi. font des muscu pour moi. Eh les gars, vengeance. Et finalement, après tout ce vécu, toutes ces créations, dans un monde qui a radicalement changé en 30 ans, qu'est-ce qui l'inspire aujourd'hui? Alors, j'ai plusieurs axes comme ça. C'est vrai que là, certains projets qui ne sont pas faits, je vais voir si je peux pas les ressusciter un peu à travers ce que je disais là, tu vois, Real Engine et tout ça. Ou peut-être à travers un jeu vidéo, tu vois. Pour moi, une fois que tu as un univers qui se développe en BD, en machin, tout ça, c'est du... Voilà, moi, c'est cool, hein. L'intelligence artificielle et tout ça, il y a quand même plein de choses. Moi, je me passionne de tous ces trucs-là depuis très très longtemps. Donc, si je pouvais arriver à récupérer tous ces centres d'intérêt et les regrouper à travers un film, je serais super content. J'aimerais bien faire un truc dont je sois vraiment vraiment fier avant de partir. Et puis l'autre truc, c'est que je me dis, je sais pas si le système de production, tout ça, le cinéma français, je pourrais encore faire vraiment grand chose dedans, parce que c'est tellement coincé que je vois pas trop ma place là-dedans. Donc, mais faire un petit truc, voilà, une chaîne comme vous, une chaîne YouTube ou un truc comme ça, tu vois, développer un truc un peu presque sérieux quand même, tu vois, où tu retrouves des personnages ou des trucs comme ça, parce que je viens de là aussi, moi, hein, du feuilleton et de toutes ces choses-là. Donc, Aussi. voilà, tout à fait. Je pense que un mot de la fin. Ce n'est pas la fin. Punk is not dead. Public adoré.